Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Lionel, on est ravis de vous accueillir ce matin à cette première série de webinaires sur les nouveaux récits des marques. On est ravis de vous accueillir, je suis à la rédaction de Stratégie. Lionel est chez Monstre et prendra la parole tout à l'heure. Moi, je suis ravi que Stratégie soit le partenaire de cette série de webconférences parce que en fait, on parlait dans la préparation avec Lionel de cycle plutôt que de webconférence, puisqu'en fait, l'idée, on est plutôt dans une logique de masterclass, de cycle. Hein, c'est un domaine, le brand content, dans lequel on a besoin de se perfectionner en permanence, d'apprendre. Bienvenue, hein, je vois qu'il y a plein de monde qui nous rejoint en live. Là, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin à Stratégie et chez Monstre. L'objectif de cette série de webconférences, c'est bien ça, hein, c'est de vous apporter des clés pour maîtriser le brand content aujourd'hui. On voit que le paysage médiatique, il est atomisé, hein, que c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de canaux, les messages ne sont pas simples à faire passer. Comment raconter sa marque aujourd'hui? Quel canal choisir? Avec quel format? Ce sera l'objectif de cette série de webconférences. Premier épisode ce matin avec la réalité et la confluence, hein, un sujet qui est cher à Lionel, il vous expliquera ce concept de confluence. Et l'idée, c'est d'expliquer en quoi ce sont les deux grands leviers de la narration des marques en 2021. Dans les épisodes suivants, Lionel et ses invités, puisqu'à chaque fois, il aura des témoignages de marques, vous parlera de la voix, mais aussi de l'immersion au cœur des marques et du live, ou encore de la façon dont le récit de marque peut se mettre au service de la promotion des ventes. Voilà, ce matin, avant de lancer proprement dit cette webconférence, je voulais vous parler aussi d'un récit de marque, d'une belle marque de presse. Stratégie, alors derrière moi, il y a l'anniversaire des 40 ans, hein, mais nous, cette année, on est à l'étape d'après, on a encore vieilli. Et on est à l'étape des 50 ans, donc on fête nos 50 ans, et Stratégie est née le 8 octobre 1971, pour être précis. Et on commence dès cette semaine, on donne le coup d'envoi de cet anniversaire des 50 ans de Stratégie, avec un cahier flashback d'une dizaine de pages, dans lequel vous retrouverez des archives qui sont vraiment hyper intéressantes. Par exemple, il y a la première couverture de Stratégie du 8 octobre 1971, avec des noms d'agences qu'on ne connaît plus aujourd'hui, avec des noms de budget et des gains de budget aussi, effectivement, qui sont assez étonnants. Mais voilà, c'était la première couverture de Stratégie il y a exactement 50 ans. Vous retrouverez aussi une tribune de Jacques Séguéla qui défend les fumeurs, et c'était juste avant, pour remettre dans le contexte, juste avant la loi Veil, et qui défend le droit au rêve des fumeurs. Hein. Les fumeurs ont le droit de rêver. Madame Veil pollue le rêve des fumeurs. Moi, j'adore cette idée-là. Donc voilà, c'est un régal. On se replonge, nous, dans nos archives. Et je trouve que tout ça, c'est assez corrélé, finalement. On parle d'histoire des marques. Nous, on est dans l'histoire de cette marque de presse. Et franchement, ça nous porte, hein, d'avoir une histoire aussi riche. Mais je pense que c'est une des clés aussi de ce webinaire et ces webconférences sur le brand content. Finalement, je me disais que peut-être que ce qui marche le mieux dans le brand content, c'est cette logique d'ouverture. C'est-à-dire que nous, on pourrait juste raconter notre histoire à nous. Bon, c'est une chose, mais c'est pas très intéressant. On finirait par lasser les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, raconter Stratégie, c'est surtout raconter l'histoire des acteurs de la pub et des médias, c'est raconter l'histoire d'un monde, d'un univers à part, du secteur de la publicité, de marques incroyables, d'agences qui ont grandi, de Jacques Séguéla qui était déjà dans nos pages à ce moment-là, qu'il est encore aujourd'hui, de Maurice Lévy, mais aussi de la mère Denis, hein, qui est dans l'inconscient de tout le monde en tant qu'égérie de la marque vedette dans les années 70. Donc, c'est ça, en fait. Pour moi, la clé du brand content, c'est sans doute ça. C'est-à-dire se dire, raconter l'histoire de ma marque, c'est bien, mais ne jamais oublier qu'elle est dans un tout et que c'est surtout ça qui va entraîner, qui va parler au cœur des gens, au cœur des consommateurs, qui va embarquer. Voilà. En tout cas, ce sera notre fil conducteur, nous, cette année, pour raconter l'histoire de Stratégie. Il y aura donc ce cahier, vous l'avez vu dans le magazine dès cette semaine, mais qui reviendra une fois par mois, une newsletter aussi qui sera envoyée tous les 15 jours pour raconter l'histoire de Stratégie et l'histoire de la pub et des médias. Mais il y aura aussi un fort cette année avec en particulier un Stratégie Festival en septembre sur 3 jours
dans lequel on va faire revenir la nuit des pubivores pour raconter la pub aussi durant ces 50 dernières années. Alors, il y aura aussi une exposition autour de 50 ans d'histoire de la pub et des médias. Voilà, on veut raconter finalement plus l'histoire d'un secteur que l'histoire de Strat proprement dit, puisque ça, je pense qu'on aurait vite fait le tour et finalement, on finirait par lasser les gens. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est intéressant comme clé dans le fonctionnement du brand content. Puis je vais redonner la parole à Lionel et je vous souhaite une excellente webconférence ce matin. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci. C'est super, effectivement. Mais le storytelling, c'est effectivement narrer quelque chose qui va au-delà de son produit, au-delà de sans doute stratégie, mais plus de tout le secteur de la publicité et du marketing. Donc, on suivra ça avec attention. C'est génial. Donc, merci pour cette introduction. On est réellement ravis d'entamer cette collaboration avec Stratégie. On vous remercie également sincèrement tous d'être présents. Je vois le compteur qui monte et nous savons combien votre temps est précieux là en ce moment. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux. On est en train de dépasser les 150 présents à ce webinaire. Et du coup, je vais pouvoir commencer. Je vais un peu me prêter à un exercice qui est nouveau pour moi, que Gilles connaît beaucoup mieux, qui est celui d'animateur de conférence. Donc, la conférence va se passer en 2 temps. Une introduction, un petit peu sous forme de talk de nos invités. Et puis ensuite, bien évidemment, 20-25 minutes de débat, de questions, format table ronde. Donc, voilà. Je vais pouvoir présenter mes invités. Merci encore une fois, Gilles, et à très, très bientôt. Donc, honneur aux dames. Donc, je suis ravi aujourd'hui que Laura Alquin soit avec nous et vienne témoigner. Laura, tu es espagnole. Tu as fait tes armes dans différentes agences, dont We Are Social France, une très belle agence et Espagne. Et puis, tu as rejoint et tu es devenu monstre il y a 2 ans pour notre plus grand plaisir. Et tu vas nous exposer un petit peu ta vision sur l'influence, puisque à l'agence, tu es Head of Influence in Social Strategy. Et puis, Andrea, ça va, Laura, tout pour... Ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Andrea Coleiani, tu es italien. Ce matin, on a toutes les nationalités, on en est ravis. Andrea, merci vraiment de venir partager avec nous ton regard, parce que tu as un parcours qui est forcément passionnant, puisque tu as travaillé autant en agence que chez désormais la marque, une célèbre maison, et ça fait désormais 2 ans. 2 ans que tu pilotes un service de plus de 12 personnes. Et ton travail consiste bien évidemment à être directeur de la communication pour les parfums Christian Dior et plus précisément à piloter toute la stratégie sociale et influence de la marque, de développer aussi toute la stratégie d'innovation autour du digital et puis Creative Strategic Planning, de voir comment vous pouvez investiguer des champs de créativité grâce au digital. Voilà, bienvenue et encore une fois, merci Andrea, on sera ravis de t'écouter après notre... Merci pour l'invitation, Lionel. Guillaume, tu as fait de nombreuses agences qui ont forgé ta vision et aujourd'hui, on a le plaisir que tu sois devenu monstre depuis plus de 3 ans. Donc, il semblerait que tu aies trouvé ta maison. Head of Strategic Planning, tu vas nous partager la vision, les évolutions et notamment des évolutions par rapport à l'usage de la réalité augmentée, appliquée plus particulièrement au secteur de la beauté, mais surtout, on va dire, du storytelling de soi, qui est un sujet très intéressant. Salut tout le monde. Je vais commencer à dérouler un petit peu mon support de présentation. Si on veut bien, voilà, monstre. Donc, nous avons toujours finalement envisagé l'ARA et la réalité augmentée comme une nouvelle grammaire visuelle. Réellement, c'est quelque chose qu'on a approché sous cet angle-là. Cela fait 7 ans que toute l'équipe finalement explore cette créativité, cette nouvelle forme narrative sous la houlette de notre directeur de création et associé Louis Bonichon. En 2013, déjà, on a réalisé notre premier notebook, qui était un petit livre dans lequel on retrouvait des illustrations qu'on pouvait augmenter grâce à son téléphone et on pouvait ainsi apprendre à jouer du piano et chercher les monstres dans la forêt. Voilà, et en 2015-2016, on a commencé à collaborer avec des artistes
et des créateurs finalement de toutes les disciplines, se disant finalement que cette nouvelle narration, elle pouvait s'exprimer bien au-delà que d'un support 2D, donc avec des artistes 3D, avec des sculpteurs, avec un collectif qui s'appelle les francs-colleurs qui travaillaient à base d'autocollants. Et ça nous a permis de nouveau, finalement, au travers de cette démarche qu'on a nommée Monster and Friends, d'explorer beaucoup de choses de cette grammaire. Et puis enfin, quelque chose dont on est fier, on s'est dit que finalement, l'expérience de cette réalité augmentée pouvait être partagée, c'est-à-dire qu'en regardant ensemble de la réalité augmentée, on réussit à créer des interactions et on a créé une exposition avec des artistes qui s'appellent La Joie. Cette exposition a été pour le coup bien notée puisque l'Alliance française a décidé d'en faire une tournée mondiale et elle a été partagée à Hong Kong, à Hanoï, à Mexico, à Paris, à Londres. Donc c'était pour nous vraiment un grand plaisir de voir ces recherches aboutir à ce niveau-là. Bien évidemment, toute cette démarche nous a valu la déployer avec nos clients, et les premiers clients qui nous ont suivis là-dessus étaient Netflix en 2016 avec les enfants Baudelaire. On crée un cahier d'illustration augmenté pour lancer la série, ou encore Orange pour leur carte de vœux qui remettait Human Inside dans toutes les animations qu'on développait sur cette carte de vœux. Netflix, de nouveau, qui nous a valu d'être shortlisté à Cannes et aux Eurobest avec Snapchat sur la réalité augmentée, qui me permettait d'aller mettre dans mes histoires Snapchat les visages des personnages des séries Netflix et finalement de pouvoir communiquer avec ces visages-là, ou encore Desperados avec une exposition au sein de la bouteille, ou dernièrement Haribo, sur la réalité augmentée appliquée au packaging pour essayer d'en faire le packaging également un support de narration et d'entertainment dans un projet qu'on a appelé les terrifiants bonbons d'Halloween. On proposait aux enfants d'aller faire des expériences. Voilà. Un mot rapide peut-être sur Monstre et sur moi. Tout d'abord, merci encore d'être présent. Je suis Lionel Kurtz, je suis le président fondateur de l'agence. Je me prête à l'exercice du journaliste aujourd'hui parce que nos invités ont vraiment des choses et une vision à partager très intéressantes. 2 mots sur Monstre. Notre travail, c'est de construire les marques du XXIe siècle. Et les marques du XXIe siècle, pour nous, seront des marques narratives, clairement. Et qu'est-ce que ça veut dire être une marque narrative? Tout d'abord, ça veut dire avoir une approche storytelling du marketing, dans n'importe quel domaine. Et cette démarche, elle s'applique également aux médias. Ça veut dire que notre démarche aujourd'hui, elle est vraiment fluide et adaptive pour finalement utiliser le meilleur format qui nous servira à raconter l'histoire. Et on n'a pas de paroisse, si j'ose dire. On adore la télé, mais si on pense que ce n'est pas le meilleur usage pour raconter l'histoire, on utilisera le packaging, on utilisera le digital, le social media ou le DOH. Et notre objectif est de tisser des dispositifs de narration qui sont constants autour de ça. Notre démarche s'est bâtie autour de 3 grands piliers qui sont nos expertises, qui sont l'influence et la conversation, que Laura pilote, les events et les expériences, et bien évidemment les digital stories, finalement toutes les nouvelles formes narratives qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est ce qu'on exerce à l'agence. On travaille avec des clients et on a la chance, en étant une grosse trentaine de monstres, avec des clients d'ordre international et national, ce qui nous donne finalement les deux côtés, c'est-à-dire les impératifs d'animer un marché, et peut-être Andrea, tu nous en parleras plus tard, et les impératifs d'animer l'international. Voilà. Pour revenir à notre sujet, alors la réalité augmentée ou la réalité mixte, si on devait la définir, elle est relativement simple, consiste à superposer des images au monde réel via nos écrans, et c'est véritablement ce qui est en train de se développer à vitesse grand V en ce moment. Bien évidemment, et vous les connaissez tous, et ce n'est pas l'objet de cette conférence-là, mais elle est utilisée et elle explose dans le domaine des essayages de produits, que ce soit des lunettes, que ce soit des bagues, que ce soit des chaussures, que ce soit du rouge à lèvres. Bien évidemment, elle explose et elle a toute sa force là-dedans.
à être développée. Elle développe également cette réalité augmentée, tout un tas de possibilités pour prendre toutes les dimensions d'un produit. Sans doute, vous avez tous vu les applications pour placer un meuble chez soi afin de voir s'il convient bien à l'environnement. Ici, c'est une opération développée récemment par Zara qui permet à un moment donné de voir les produits portés directement en réalité augmentée dans leur vitrine et de les acheter directement. Donc, on sent bien qu'également, la réalité augmentée va avoir un atout énorme dans l'univers du e-commerce. Le troisième et dernier point, finalement, que la réalité augmentée nous permet, c'est d'augmenter le produit très clairement, de manière assez simplement. Sans doute avez-vous vu les derniers Lego qui viennent de sortir, qui sont des Lego en fait, qui sont reconnus par votre téléphone et qui vont aller. Ça permet d'avoir une dimension supplémentaire au produit. Ça va permettre de réaliser des clips avec une musique, puisque Lego a tissé un partenariat avec un producteur de musique, et finalement de faire des scènes avec mes Lego que je vais pouvoir broadcaster un petit peu à l'image de TikTok, ou encore finalement tous ces produits qui arrivent, qui sont des produits support pour la réalité augmentée. Ici, c'est un t-shirt qui, bien évidemment, avec l'application, peut prendre différentes formes et du coup, quelque part, un produit augmenté. Mais la réalité, c'est que imaginer la réalité augmentée sous l'angle uniquement serviciel, ça serait une grave erreur. On est convaincu à l'agence que ce n'est pas uniquement là, parce que d'ailleurs, si on l'imagine uniquement d'un point de vue serviciel, il est évident qu'elle restera servicielle, cette réalité augmentée. Et on voit se développer aujourd'hui de plus en plus l'ARA comme une nouvelle opportunité de développer le récit de marque. Et finalement, l'ARA devient au service des histoires qu'on veut raconter. Et ça, c'est pour notre plus grand enchantement. J'ai mis quelques exemples, et ce n'est pas l'objet là de brosser tout ce qui se fait, mais c'était l'idée de montrer que cette démarche est multisectorielle, elle est vraiment dans tous les secteurs, le luxe, la beauté, le food, et j'ai choisi quelques exemples qui me paraissaient intéressants. Voilà. Alors, parfois, la réalité augmentée dans le récit de marque peut être juste esthétique. Aujourd'hui, Louis Vuitton, sur les grands flagships de Louis Vuitton, le monogramme étant bien évidemment la chose la plus connue de Louis Vuitton, puisque c'est celui-ci qui ornait les malles. Si vous regardez les grandes vitrines dans les différentes capitales, désormais en réalité augmentée, vous allez pouvoir découvrir toute la dimension esthétique et une expérience esthétisante autour du monogramme. Donc là, on est clairement dans le côté esthétique. Je saute du coq à l'âne, mais je crois que c'est ce qui est intéressant. Burger King Sao Paulo, une opération intéressante qui s'appelle Burn That Ad. Burger King est bien connu pour avoir un point de différenciation qui est un hamburger grillé à base de flammes, contrairement à ses concurrents qui sont en général faits à la plancha. Et aujourd'hui, Burger King invitait finalement tous ses consommateurs à aller brûler les publicités de ses compétiteurs sous forme de réalité augmentée. Et donc, on pouvait en pointer les publicités des concurrents et la brûler. Alors, en termes de storytelling, vous me direz, ça peut paraître assez puéril. Ce qui commence à être assez intéressant, c'est qu'en fait, cette réalité augmentée était directement introduite dans l'application Burger King, ce qui signifie déjà qu'elle a contribué aussi à la faire télécharger. Elle n'a pas eu besoin de télécharger une application supplémentaire. Et bien évidemment, si vous brûliez 5 publicités les concurrents de Burger King, eh bien, vous aviez un Whopper gratuit. Et on voit que d'un seul coup, la réalité augmentée s'est invitée à la fois dans la promotion des ventes, mais à la fois dans le récit de marque, qui est de dire notre avantage concurrentiel, c'est de toujours la flamme, c'est des burgers grillés. Voilà. Tout autre sujet, aujourd'hui Faber-Castell, qui est une marque de crayons couleur et d'écriture que vous connaissez sans doute, à Sao Paulo, a décidé de développer toute une gamme éco-friendly et le bois de ces stylos, de ces crayons, sont faits tout simplement à base de bois cultivé et non pas de la déforestation. Et en réalité, à chaque fois, on pouvait, en pointant son téléphone sur l'objet, sur le stylo et la boîte, découvrir
quels animaux Faber-Castell, finalement, quelle cause pour sauvegarder un animal Faber-Castell allait soutenir du fait qu'ils utilisaient du bois éco-friendly. Et donc, toute la narration était développée. Comme vous pouvez le voir, l'application reconnaît les différentes couleurs de stylo et à chaque crayon, on explique au consommateur qu'est-ce qu'il pouvait faire derrière. Voilà. Un dernier exemple qui me paraît également intéressant parce qu'il voit jusqu'où on peut nous projeter la démarche de la réalité augmentée. Samsung, qui vise évidemment un public de créateurs, c'est la technologie, c'est la photo, c'est voilà, la créativité extrêmement forte, a organisé récemment une exposition de street art partout dans Berlin. Et cette exposition était bien évidemment ouverte pas seulement aux possesseurs de téléphones Samsung, mais à tous ceux qui utilisaient au travers la réalité augmentée, une incarnation de la maîtrise technologique finalement, et ça leur a valu aujourd'hui d'être soutenus dans cet axe culturel et créatif jusqu'au Premier ministre allemand qui allait tout simplement dire que cette action allait soutenir la ville et finalement la culture et transformer la ville comme un musée. Et c'est quelque chose qui me semble également très intéressant. Voilà, j'en ai fini pour cette petite intro. Clairement, on est en train de dépasser la technologie de niche, on est en train de devenir, et la réalité augmentée est en train de devenir véritablement un langage grand public. Ça devient un langage, et ça devient un langage pour raconter des histoires. Comme le dit Snapchat, très bien, puisque c'est en grande partie eux qui ont été les initiateurs de la démocratisation de cette réalité augmentée. En fait, il ne s'agit pas simplement de se montrer, de s'amuser, ou tout simplement, il s'agit réellement de communiquer avec ses amis. Avec la réalité augmentée, je peux communiquer une humeur, une émotion, une information, et j'utilise toute la grammaire qui m'est possible autour de ça. Donc voilà. Donc, la réalité augmentée au profit du récit de marque. Mais avant de passer à la deuxième partie, il y a un sujet qui, pour moi, est un levier extrêmement également important dans le récit de marque que Laura va nous déployer, qui est tout simplement l'influence au service du récit de marque. Et cette influence, Laura, tu l'as baptisée la confluence. Je te laisse nous raconter tout ça. C'est ça, merci Lionel. En fait, au-delà de la réalité augmentée qui nous ouvre un champ de possibles pour la narrative de marque, mais vraiment intéressant, vraiment grand, il existe un autre levier super intéressant qui, au moins, nous passionne, qui est celui du marketing d'influence. Et notre croyance, ma croyance que je partage avec Lionel et Guillaume, du coup, chez Monstre, c'est que pour des récits narratifs de marque authentiques, il faut absolument qu'on arrive à mélanger l'influence et la création. Donc, nous, c'est pour ça qu'on appelle ça la confluence. Donc, cette co-création de récits qui vont venir engager les différentes communautés des marques et des créateurs, quelle que soit la plateforme et du coup, le langage social qu'on utilise. On pense que l'enjeu des marques, pour survivre, ça peut être un mot très fort, mais pour survivre sur le social en 2021, et c'était, je pense, déjà le cas en 2020, d'autant plus après cette période de distanciation sociale où on était tous très, très derrière l'ordinateur. L'enjeu, en fait, ça va être de abandonner finalement, de finir ce switch et d'abandonner cette idée d'influenceur comme un homme sandwich, comme un relais média tout court, et commencer à les considérer vraiment comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des vrais créateurs de contenu qui connaissent les communautés mieux que personne et qui connaissent les outils comme par exemple la réalité augmentée mieux que n'importe quelle marque en fait. Il nous paraît en fait crucial ou très important dès maintenant comprendre ce nouveau fonctionnement, de travailler en fait ensemble, main dans la main, avec les créateurs de contenu les plus pionniers, et en fait, venir concevoir des contenus qui vont venir s'inscrire de façon super naturelle et du coup super authentique dans le rapport avec les communautés, et c'est comme ça qu'on va trouver en fait un vrai engagement de marque derrière et pouvoir répondre à tout objectif marketing et de communication de marque. Pour nous, une bonne confluence,
fait, une bonne campagne de confluence efficace, c'est tout d'abord une identification. Et je pense que c'est une phase très importante. J'imagine qu'il y a énormément de monde autour de ce webinaire qui a dû se confronter à l'identification des influenceurs, de créateurs de contenu. Pour nous, c'est très important que cette identification se fasse sans paroi. Et Lionel parlait de cette absence de paroi déjà au début de la conf. C'est identifier de façon à être plateforme agnostique. Au-delà des réseaux de masse où on peut identifier des influenceurs chez Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur YouTube, etc., il y a un champ de possibilités super grand où on peut aller chercher des créateurs sur des contenus qui vont se centrer beaucoup plus sur des plateformes qui vont se centrer beaucoup plus sur le contenu, comme Snapchat, comme TikTok, qui a eu une explosion énormissime, vous le savez tous, j'imagine, d'autant plus en 2020, ou des plateformes de streaming comme Twitch, mais aussi on va pouvoir engager des communautés et des publics dans des néo-communautés qui, pour le moment, sont très peu engagés par les marques, comme les univers de gaming avec Animal Crossing ou Fortnite, et même des plateformes très one-to-one, on va dire, type des messageries instantanées comme WhatsApp. Et qui dit multiplicité de plateformes aussi, dit multiplicité de langages créatifs. En fait, l'influence ou le fait de collaborer avec des créateurs de contenu va pouvoir nous enrichir la narrative de marque et explorer au final énormément de langages différents pour raconter notre histoire qui nous intéresse. Au-delà du contenu audiovisuel traditionnel, on connaît McFly et Carlton, on connaît Squeezie, on connaît ce format vidéo sur YouTube par exemple qu'on a été habitué depuis ces dernières années. Mais et si maintenant on commençait à explorer des nouvelles narratives avec du langage 3D, comme le disait Lionel avant, la réalité augmentée, les filtres, sur Instagram, sur Snapchat, maintenant aussi sur TikTok, des mondes virtuels. Est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer avec une influenceur qui n'existe même pas, mais qui engage une communauté de façon très forte, ou même d'autres langages, type les mèmes, avec Ugnat, qui est le roi des mèmes sur Instagram, ou même les nouveaux formats animés, musicaux, et des challenges et des danses de TikTok. Et finalement, en fait, la confluence, voilà, c'est être plateforme agnostique, c'est explorer des nouveaux langages sociaux. Et à quel moment, en fait, quand on se pose souvent cette question, à quel moment on co-crée une campagne d'influence / de confluence avec un créateur de contenu, pour nous, il y a plusieurs stades différents. Et pour avoir une campagne efficace, on peut avoir plusieurs stades de confluence. Par exemple, au moment où on conçoit la stratégie de notre campagne de marque, on peut collaborer avec ce créateur de contenu pour choisir carrément l'écosystème de diffusion. Où, par exemple, ce créateur de contenu va pouvoir nous apporter des insights à propos de ces communautés qu'on est loin d'être conscient qu'ils existent. Je le répète, il y a personne qui connaît mieux ses propres communautés que les propres créateurs de contenu. Il y a aussi, bien évidemment, le stade de conception de cette activation qui est très important, où on va pouvoir coécrire le service de la marque, le récit de la marque au service de ce propos, de cet objectif marketing. Et bien évidemment, on va pouvoir aussi être en collaboration avec l'influenceur créateur de contenu au moment de la diffusion. De quelle façon on orchestre le récit, le storytelling, de quelle façon on va venir amplifier le message pour recruter, pour travailler l'image de marque, pour vendre, pour driver vers le shop, etc. Donc voilà, c'est ces trois stades qui peuvent se jouer en co-création avec Parfait, merci beaucoup. Merci Laura. On va passer sur le dernier volet finalement de cette présentation. Nouvelle identité, j'aimerais donner la parole, Guillaume, parce que tu nous détailles finalement cette analyse, ce phénomène qu'on connaît tous désormais, et entre autres grâce à l'AERA, et d'ailleurs qui est en grande partie l'Insight Conso sur lequel vous êtes parti pour le projet que vous avez mené avec Andrea. Alors, on te laisse nous expliquer ça. Ouais, exactement. Merci Lionel. C'est hyper intéressant aussi de voir, comme le présentait Lionel et comme en parlait Laura, la manière dont
de manière pertinente les marques arrivent à s'insérer dans le storytelling et notamment le storytelling personnel, c'est-à-dire la manière dont les gens se mettent en scène et se racontent sur les réseaux sociaux. Il y a un premier point qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au-delà de l'outil que peut représenter la technologie, même s'il change radicalement ce qu'on fait avec, et c'est très important, il change aussi qui nous sommes. Comme on le voyait tout à l'heure avec Lionel, on évolue, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui dans un monde à réalité mixte. Aujourd'hui, je vous parle à travers un outil de webinaire. Donc, je suis bien présent dans une salle physiquement, mais nous nous voyons dans un espace qui est un espace numérique. On a eu par le passé tendance à vouloir séparer ces espaces en se disant que il y avait le monde réel et le monde numérique, là où le monde physique et le monde numérique cohabitent ensemble, tout simplement pour nous donner le monde dans lequel on évolue. Et on le voit notamment avec les applications qui sont les plus utilisées, notamment les applications sociales, comme on peut le voir à l'écran, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok ou Messenger. Ce sont des applications qui nous aident à nous projeter dans un terrain de jeu numérique et notamment augmenté. C'est pas pour rien que toutes ces applications utilisent la réalité augmentée. Elles nous permettent de rajouter une couche de digital sur le monde qui nous entoure. Ce que ça crée, tous ces nouveaux outils, c'est que ça nous donne un éventail riche de représentation de nous-mêmes, mais qui est au service de l'histoire que nous allons raconter. Alors, plusieurs outils nous permettent de faire ça. On peut se parler notamment de l'émergence des avatars, et avec l'exemple notamment de Bitmoji sur Snapchat, qui vous permet de communiquer, de faire parler votre pendant digital numérique animé pour vous exprimer, pour envoyer des messages ou pour tout simplement le mettre en scène aussi en réalité augmentée. On se rend compte aussi qu'il est souvent, ce petit personnage, il est souvent plus expansif que nous ne le sommes dans la réalité, donc il décuple l'expression personnelle et c'est ce qui nous intéresse. On a vu aussi ces dernières années l'émergence des filtres sociaux qui ne servent pas simplement à se rajouter des oreilles de chiens ou des yeux de biche, mais qui nous permettent de jouer, de nous exprimer, de nous mettre en scène, de se raconter aussi. Et ça va bien au-delà, en tout cas, des prémices des filtres sociaux qui avaient pu exister. Et puis, il y a un dernier point qui nous intéresse particulièrement, qui va aussi nourrir la discussion et le cas qu'on va vous présenter, notamment avec Andrea, qu'est-ce qu'on appelle le maquillage digital ou le 3D make-up. On peut même se parler de masques modernes parce que ça a aussi bousculé la manière dont on portait le maquillage, la manière dont on peut l'augmenter dans des espaces numériques et la façon dont ça peut aussi bousculer notre vision traditionnelle, notamment sur ce secteur. Explorer des nouvelles identités, c'est aussi ça qui est clé là-dedans, sur ce point précis. C'est vraiment, comme je le disais, se mettre au service de l'exploration personnelle. Lionel parlait tout à l'heure de réalité augmentée servicielle, très utilitaire. Là, ce qui va nous intéresser, c'est pas la réalité augmentée qui mime la réalité ou qui la corrige, comme on a pu le voir par le passé, qui nous permettait d'avoir le visage plus fin, un nez plus fin ou des yeux plus jolis. Là, ce qui nous intéresse véritablement, c'est d'explorer une nouvelle vision de la beauté. Et il y a notamment beaucoup de créateurs, Laura parlait de créateurs, beaucoup de créateurs qui portent une dimension plus libre et créative, on va le voir. Donc, il y a toute une nouvelle génération de créateurs beauté sur ce sujet-là qui porte, je le disais, une vision beaucoup plus libre, beaucoup plus créative, qui permet notamment de bousculer un petit peu les standards qu'on avait l'habitude de connaître sur la beauté et qui permet d'ouvrir un champ des possibles qui est absolument génial et qui est un terrain exceptionnel pour les marques à développer pour faire le lien avec les créateurs, on se parlait de confluence, mais aussi interagir notamment
avec leurs consommateurs et s'intégrer dans un storytelling qui est leur storytelling personnel, à savoir porter du maquillage digital ou s'exprimer à travers des filtres ou des masques virtuels. Super, un sujet extrêmement intéressant. Vous l'aurez compris, la conclusion de ces deux présentations, c'est qu'aujourd'hui, la réalité augmentée et la confluence sont, avec une composante supplémentaire, mais sont basées sur de la co-création. La co-création soit avec les utilisateurs, soit avec des artistes, soit avec les marques. Et il en est de même sur la confluence. Et ça ouvre les nouveaux récits. Alors ça y est, on va partir désormais sur peut-être l'échange et sur un cas particulier sur lequel, Andrea, tu nous as fait confiance et on en est ravis. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de lancer la vidéo, de regarder ce cas tous ensemble et puis de pouvoir échanger d'ailleurs même au-delà de ce cas précis, hein, de ta vision, toi, en tant que directeur de la communication de la marque Dior. Voilà. Avec Snapchat puis Instagram, la réalité augmentée est passée d'une technologie de niche à un langage universel. Aujourd'hui, une nouvelle génération de créateurs s'en empare pour élargir ses champs d'expression. Ils explorent de nouvelles formes de beauté, plus libres et inventives, et ouvrent la voie à un nouveau courant, la beauté augmentée. On a un petit problème technique, il faut juste qu'on régisse. Pour la première fois, on va pouvoir la lancer ou pas. Luxe International choisit d'explorer cette tendance. C'est la maison Christian Dior. Alors, pour célébrer sa collection Dior Holiday 2020, nous allons imaginer pour elle Dior Hair Makeup. Nous invitons la digital artiste Inès Alpha à collaborer avec Peter Phillips, directeur de la création et de l'image chez Dior Makeup. À travers cette rencontre, nous racontons l'histoire d'un maquillage hybride. Moitié tangible, moitié virtuel, il réunit le savoir-faire prestigieux de la maison aux tendances futuristes de l'image augmentée. Pour aller plus loin, le public est invité à tester cette AR Makeup sur Instagram et dans les points de vente. Le dispositif est lancé au début de la Fashion Week et amplifié par la participation des égéries Dior. En augmentant son maquillage physique, Dior dessine une nouvelle vision du maquillage dans un monde où les écrans sont omniprésents. Un digital make-up pour nos vies digitales. Niche à un langage universel. Aujourd'hui, une nouvelle génération de créateurs s'en empare pour élargir ses champs d'expression. Ils explorent de nouvelles formes de beauté, plus libres et inventives, et ouvrent la voie à un nouveau courant, la beauté augmentée. Pour la première fois, une maison de luxe internationale choisit d'explorer cette tendance. C'est la maison Christian Dior. Pour célébrer sa collection Dior Holiday 2020, nous allons imaginer pour elle Dior Hair Makeup. Nous invitons la digital artiste Inès Alpha à collaborer avec Peter Phillips, directeur de la création et de l'image chez Dior Makeup. À travers cette rencontre, nous racontons l'histoire d'un maquillage hybride. Moitié tangible, moitié virtuel, il réunit le savoir-faire prestigieux de la maison aux tendances futuristes de l'image augmentée. Voilà, je crois qu'on a eu quelques petits problèmes techniques sur la vidéo, mais il semblerait quand même, et je l'espère, que beaucoup de monde ait pu la voir. Voilà, on est ravis de t'accueillir, Andrea. On va en reparler. Je vous laisse tous activer votre micro pour qu'on puisse échanger. Bon, le cas, là sans doute, et je l'espère, pour ma part, je le voyais pas, mais à expliquer tout ça, mais peut-être avec tes mots de professionnel, c'est toujours mieux. C'était quoi l'idée derrière cette opération ?
Avant tout, petite précision, je m'occupe notamment de la communication digitale chez Parfum Christian Dior. Du coup, je n'aimerais pas m'attribuer l'ensemble de tous les scopes, mais je pense que votre présentation a très bien résumé les pourquoi on est arrivé là. En fait, on a un rôle aujourd'hui, on l'a fait depuis longtemps, d'explorer de façons différentes, d'avoir une expérience maquillage qui soit enrichie, que ce soit omnichannel. Et ça, on le fait très bien depuis longtemps sur tout type de canaux, mais qui est une façon de s'exprimer qui est vraiment comprendre quel est le maquillage qu'il fait pour nous et passer soit à l'achat, soit à des nouvelles expériences à faire avec ces maquillages. L'idée là, c'était vraiment au contraire de enrichir l'expérience, d'aller explorer la créativité autrement, de donner aussi des clés aux femmes et aux hommes qui veulent explorer la beauté d'une façon qui soit libérée, qui soit propre à eux et pas forcément donnée dans les limites de la vie réelle. Finalement, c'est le visage. Et c'est ce qui se passe un peu dans l'imaginaire de tout le monde quand on se maquille. Il y a une sorte d'empowerment qui doit être assumé et qu'on est arrivé, je pense, à l'assumer via cette expérience des 3D make-up. En particulier, pourquoi on a voulu collaborer avec Inès, c'est pas juste parce que c'est une experte de la matière, c'est aussi parce que c'était une façon pour nous d'interagir et de collaborer pour explorer l'union entre le luxe et finalement la culture pop qui est là, qui existe, qui s'approprie du luxe. Et de pouvoir un peu explorer ensemble quelles sont les limites et les possibilités de deux côtés, justement pour donner une nouvelle expérience et faire jouer les gens avec les maquillages et être eux-mêmes des créateurs finalement, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. J'ai même essayé avec des photos des couvertures, et ça marchait, et c'était assez intéressant. Voilà comment on en est arrivé là. On est dans une démarche chez Dior d'exploration et de créativité qui est beaucoup moins rigide de ce qu'on pense. Parfois, la créativité vient de discussions, d'une œuvre d'art qu'on a vue, d'une façon de s'exprimer qu'on a vue dans la rue, et on essaye de la transformer, de la dioriser, entre guillemets, pour voir si ça marche, s'il y a des opportunités, s'il y a des façons d'exprimer nos messages différemment. Très bien. Le retour d'expérience, et aujourd'hui, c'est quoi les difficultés peut-être que tu as eues sur ce projet en tant que digital et en tant qu'annonceur? C'est quoi que tu pourrais nous donner comme retour d'expérience pour qu'on puisse finalement… Je pense que c'est quand on essaie de co-créer quelque chose, de collaborer avec, que ce soit un artiste, que ce soit d'autres personnes externes à une maison, etc., c'est toujours trouver cette affinité, ces points finalement, vous l'appelez des confluences, mais en tout cas d'affinité, qui font que ça marche, et ça marche d'une façon naturelle et organique, entre guillemets. On a l'habitude de travailler avec des artistes, et on a l'habitude de ne pas imposer un regard trop rigide afin que le message de base puisse évoluer, puisse devenir quelque chose de fort. Et c'est ça la liberté qu'on se donne. Du coup, la difficulté, c'est que du début, il faut qu'il y ait un feeling, qu'il y ait une exploration qui est commune, et une vision de la beauté qui soit commune. Parce que finalement, c'est deux artistes qui travaillent ensemble, notamment Peter chez nous, Peter Phillips, Inès sous les côtés 3D Make-up. Et c'est cette rencontre-là qu'il faut que ça marche de tout de suite pour développer quelque chose. Et après, nous, on met en musique, niveau communication et niveau digital, mais c'est la fin du projet, on va dire. Ouais, c'est le résultat. C'est le résultat. Exactement. OK. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question ne pensez-vous pas que déléguer le contenu du discours marque aux influenceurs entraînerait, je lui en dirais, oui, exactement. contrôle du discours de marque. Et je pense que là, ce que tu viens de dire, Andrea, c'est super intéressant et ça rejoint vachement cette question de Valérie. C'est là toute la difficulté et c'est là tout le challenge créatif d'une collaboration. Donc, bien évidemment, il y a cette liberté créative qu'on va laisser au créateur de contenu qui connaît mieux que personne
son langage ou sa communauté, mais à nous aussi de travailler main dans la main pour bien évidemment maintenir l'image de marque et l'ADN de marque et la vision. Et tu as eu le sentiment, d'ailleurs, Andrea, à ce sujet, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous fait peur, cette perte de discours face aux influenceurs ou pas? Comment vous appréhendez ça? En fait, je pense qu'on a la chance, entre guillemets, je ne peux pas parler pour tout type de marque, tout type de secteur, on a la chance de nous-mêmes être des créateurs et des influenceurs. Pas en tant qu'Andrea, mais en tant que marque, des façons dont on s'exprime. Du coup, on ne délègue pas aux influenceurs l'expression de la marque, on leur laisse l'opportunité de l'exprimer, de la réinventer parfois, de s'en approprier, d'aller plus loin, mais à partir d'un discours assez de statement, de création qui est tellement fort que finalement, s'ils sont là, ils sont OK pour parler avec nous et de nous, c'est parce qu'ils adhèrent à cette démarche-là. Ils adhèrent à notre vision de la création, ils adhèrent au statement qu'on essaye de porter, en tout cas, au-delà des discours marketing, mais vraiment d'affinité avec ce qu'on essaie d'amener aussi dans la société et dans le quotidien des gens. Finalement, les make-up, ce n'est pas aussi quelque chose aussi ludique. C'est aussi une façon de s'exprimer, de porter son propre message, les maquillages. Et du coup, les réseaux sociaux, les digitales, les influenceurs, ils sont une extension de ces messages. Il y a une question qui arrive et qui est intéressante, mais qui rejoint celle que j'allais te poser, parce qu'on imagine que effectivement Dior a des moyens à la hauteur finalement de l'entreprise. Et en même temps, il y a deux questions. Il y a deux questions qui est de dire comment gérer, et je ne te demande pas de budget, mais comment gérer la multitude de plateformes. Laura nous parlait d'une explosion de TikTok. Snapchat aujourd'hui existe toujours fortement et devient sur des publics plus âgés. Donc, quand on fait le compte entre Twitch, TikTok, Snapchat, Insta, mais Twitter qui est encore là, etc., c'est quoi la difficulté en termes de moyens, si j'ose dire, pour être partout? Et est-ce qu'il faut être partout? Alors, effectivement, il y a beaucoup de cas où des marques luxe décident carrément de partir des réseaux sociaux parce qu'effectivement, les moyens qui sont demandés pour émerger, ils sont de plus en plus importants. Parce que ça devient des médias et des façons de s'exprimer tellement différentes et tellement parfois complémentaires, parfois différentes, qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, chez nous, la démarche, comme tu disais, les mots est juste, on est agnostique, c'est-à-dire qu'avant tout, on s'est posé la demande, c'est quoi la problématique, quel est le message qu'on veut faire passer, avec qui on veut parler, et ensuite, on décide où mettre l'énergie. C'est vrai qu'en tant que marque luxe, on est un peu partout, parce que aussi la différence de public qu'on a est très large. Hein. On n'a pas mission de parler qu'à une seule personne. Et d'ailleurs, hommes et femmes, heureusement, le maquillage devient de plus en plus étendu. Du coup, les choix qu'on fait, c'est vraiment sur ça. C'est à qui on veut parler, c'est quoi le message qu'on veut parler, c'est quoi la plateforme qui nous fait porter les mieux ces messages aujourd'hui. Et vous ne déployez pas tout le temps sur toutes les plateformes en même temps? Pas avec la même pression, pas avec la même énergie. On essaye de choisir nos combats, entre guillemets, mais c'est plus un choix de conversation qu'on veut amener. Aujourd'hui, on est sur plusieurs plateformes. On est sur TikTok, on est sur plein de plateformes en Chine, comme tous les plus classiques sous l'Europe et US, etc. Mais finalement, il y a différents moyens de les apprendre et on fonctionne un peu par drop, si on veut dire. C'est comme dans la mode. De temps en temps, tu as une collection, tu as une expérience particulière. On essaye d'amener cette énergie de temps en temps au-delà des campagnes plus classiques, pour donner envie de vivre une expérience différente. Et parfois, ça se passe sous une audience particulière qui peut être TikTok. On fait pas mal de choses sous les backstage, sous les maquillages, etc., sur cette plateforme. Et parfois, ça se passe sous des plateformes plus classiques parce qu'ils arrivent mieux à raconter le message qu'on veut faire passer.
Et puis, il y a un point aussi sur, on peut le voir comme une difficulté, le fait de l'explosion des points de contact pour les marques, pour essayer de s'insérer. C'est aussi une opportunité de se dire, Laura, tout à l'heure, évoquait des plateformes qui sont peu investies par des marques et pourtant qui ont des audiences qui sont très fortes. On pense à Twitch, on pense à des plateformes comme ça où beaucoup de marques se posent la question comment on peut faire pour réussir à s'insérer de manière naturelle, notamment sur ces audiences qui sont très fortes et très intéressantes en termes de co-création. La confluence, pour le coup, et la co-création avec ces gens-là, c'est une manière de le faire de manière intelligente, de manière pertinente. Et tout à l'heure, on se parlait de points de rencontre entre l'univers de la marque et le discours qu'elle doit porter et les créateurs. Et je pense que c'est vraiment notre rôle aussi, nous, d'agence, le rôle qu'on a pu aussi avoir sur Dior, mais sur plein de projets, de réussir à garder cette cohérence et garder cette ligne stratégique, entre guillemets, pour que le point de rencontre soit le plus naturel. Oui, exactement, c'est exactement ça. Vous parlez dans les slides de Nounouri, qui est une influenceuse digitale, digitalisée surtout. À l'époque, ça date déjà de quelques années, quand on a collaboré avec elle et qui est devenue presque une friend of the house pendant très longtemps. C'est né de cette façon-là. On a trouvé dans cette expression quelque chose qui était très proche de ce qu'on voulait porter comme message et qui nous parlait. Et ça s'est fait qu'on l'a trouvé sous une influenceuse digitale, une influenceuse digitalisée, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Parce que c'est quand même... quelque part, vous avez trouvé des personnes, si je reformule tes propos, qui deviennent presque des ambassadeurs, qui font parmi des ambassadeurs, et pourtant, vous les avez trouvés sur les réseaux comme influenceurs. Et peu à peu, ils s'extraient de ce terme d'influence pour devenir presque ambassadeurs. Oui, exactement. Je n'utilise pas les mots ambassadeur, mais en tout cas, amis de la maison, c'est sûr. Et c'est ça notre force aussi, c'est dans le long terme de construire des choses plutôt que de penser à des coûts marketing, aux coûts de publicitaires, en tout cas. Guillaume, j'ai une question qui est beaucoup posée. Ah, pardon, ouais. Laura, je pose juste la question pour essayer de tenir le timekeeper et les questions qu'on pose. Ici, bien évidemment, et Andrea, je te demande plus ton regard désormais de professionnel, puisque bien évidemment, tu n'as pas travaillé que dans la beauté. On me pose, ici, dans tous nos exemples, le produit s'y prête particulièrement, et c'est très réussi, mais quid d'autres secteurs? Et la personne qui pose cette question, qui est Isabelle, me dit quid d'un produit d'assurance? Est-ce que là, sortez, Andrea, sort de ta peau de la communication digitale de Dior, Guillaume, même chose. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Isabelle? Il y avait une autre question aussi sur tous les influenceurs ne sont pas des artistes. Ah, d'accord. Mais pour moi, ça rejoint aussi ce point, c'est-à-dire que ces gens-là avec lesquels on co-crée, avec lesquels on collabore, ce sont des gens qui proposent du contenu à des audiences et qui sont suivis pour ces contenus. Ça peut être des contenus très créatifs, ça peut être des contenus très utilitaires. On parlait de tutoriels et de choses comme ça. La question est vraiment de faire le point entre la marque, son rôle dans la vie de ses consommateurs et à un moment, un point de connexion avec des créateurs qui intègrent aussi ça dans leur contenu et dans leur création. Donc, je ne dirais pas que sur un sujet d'assurance, on collaborerait avec des artistes comme on l'a fait sur Dior, parce que je ne pense pas que ce soit exactement la même thématique. Mais en tout cas, on peut intégrer au récit de cette marque-là, du rôle qu'elle joue dans la vie des gens, une dimension de co-création avec des créateurs. Complètement, et là je sors un peu de mon rôle d'animateur, mais si on regarde ce que nous sommes en train de développer actuellement sur Société Générale, où on sert d'un influenceur pour narrer les mérites d'un produit qui apporte une monnaie virtuelle pour les adolescents, et on s'appuie sur une influenceuse qui vraiment produit des petites vidéos extrêmement intéressantes pour mimer son rapport avec ses parents pour leur demander de l'argent de poche. Et ce qui prouve que dans tous les secteurs, je pense qu'on peut trouver à un moment donné aussi un porte-voix parce que finalement, par rapport à la question, et Laura, je la retourne à toi,
on est bien d'accord qu'on ne parle pas d'artistes, on parle de talent. Oui, on parle de talent et on parle de tout simplement de narrateur. Aujourd'hui, et d'autant plus une nouvelle génération qui est née entourée de nouvelles applications pour créer du contenu non-stop. Donc, c'est des nouveaux narrateurs. Et il y a autant de façons de narrer que de narrateurs, j'ai envie de dire. Et oui, là, on a un projet dans les cuisines de monstres avec Société Générale, qui est une banque qui a aussi des produits d'assurance. On a aussi des exemples avec Microsoft Surface. On a accompagné depuis quelques années Microsoft Surface avec un programme de confluence pour en fait venir insérer et en fait travailler l'image de cette gamme d'ordinateurs, etc. Donc c'est encore un autre secteur totalement différent. Et en plus c'est intéressant parce que ce n'est pas dans une dynamique de drop comme pouvait dire Andrea avec le cas de Dior, mais dans une dynamique de long terme. Et on a aussi d'autres exemples dans l'univers alcoolier. On a collaboré, on a fait de la confluence avec Desperados depuis quelques années ici à l'agence, où en fait, oui, parfois c'est des artistes, parfois c'est des créateurs de micro-vidéos, parfois c'est tout simplement des narrateurs plus lifestyle, etc. Mais oui, il y a un champ de possibilités vraiment super riche, tout secteur, tout langage. Andrea, je fais le timekeeper, je vois qu'on on va terminer 2 minutes. Est-ce que tu as justement, toi, sur ce sujet à la fois de la réalité augmentée et à la fois de la confluence, un regard par rapport à ton expérience de ces quelques années? Je lis beaucoup d'articles aujourd'hui et je l'ai vu passer là dans le chat. La réalité augmentée va exploser avec la 5G. C'est une évidence, et elle va exploser encore plus sur le fait que dès lors, il n'y a plus d'application à télécharger. Ça se fera un peu comme les QR codes se fait désormais au travers la caméra. Il n'y a plus à télécharger d'application tiers. Donc toi, qu'est-ce que tu vois? C'est une question un petit peu bateau, mais pour conclure, comme champ des possibles, comme avenir à ce type de choses, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu penses que ça reste du gadget, si je devais orienter un peu la question? On dit souvent que si c'est du gadget, c'est utile. Pour dire qu'aujourd'hui, je pense que la réalité augmentée, ça nous donne ces clés qu'on rêvait quand on était un peu gamin. J'espère qu'on l'est resté un peu tous, de pouvoir transformer notre environnement en quelque chose d'intéressant, de plus beau, d'extrapoler ce qu'on pense être la réalité, parce que il n'y a pas qu'une réalité. Et je pense que c'est un outil qui va donner les clés à tout le monde justement d'avoir un côté entertaining au-delà des médias plus traditionnels. Et pour conclure, je pense que c'est aussi une façon pour les marques de s'approprier un peu du territoire, de ce terrain de jeu, de façon d'apporter justement cet entertaining aux gens, n'importe où ils sont, et dans un environnement beaucoup plus réaliste, surtout. Voilà pourquoi je pense qu'elle est là pour durer. J'avais vu une question. Elle est aussi parce que ça va aller avec une fonction aussi servicielle qu'il ne faut pas oublier, qui est plutôt moins créative, mais qui va avec, parce que de plus en plus, avec l'environnement qu'on connaît du Covid et tout ça, on a besoin d'une omnichannalité, un environnement omnichannel pour expérimenter les produits. Et je pense que la réalité augmentée, que ce soit servicielle ou entertaining, va nous aider à aller beaucoup plus loin dans le champ du possible. Parfait. Merci encore 1000 fois, Andrea, d'avoir pris de ton temps pour discuter, de partager ton expérience. Il est 12 heures. Nous aussi, tout comme toi, on partage bien évidemment que le récit de marque va s'emparer et est en train de s'emparer de ce nouveau langage. Merci Laura, merci Guillaume. Merci à tous. Comme Gilles vous l'a présenté, on va être dans un cycle. On a abordé ici la réalité augmentée et la confluence. Nous allons également aborder la voix, nouvelle source de storytelling dans notre prochaine webconférence. Ensuite, les actes dans la
vie réelle, finalement, en quoi ça peut forger les récits des marques. Et puis enfin, comme l'a précisé Gilles également, et si le récit de marque se mettait au service de la promotion des ventes, parce que tout ça, on est quand même dans le marketing. L'objectif à la fin, c'est de vendre notre marque. Et donc, et si on pouvait l'insérer, ce récit, au sein de la promotion des ventes, et on aura Haribo, dans un tout autre domaine, qui est un de nos clients, qui viendra nous raconter ce qu'on développe avec eux depuis 4 ans. Je vous remercie tous d'être présents. Je vois qu'on a été tout le temps en moyenne entre 150 et 180 personnes. Donc, merci pour le temps précieux que vous nous avez donné. Et on espère que c'était quelque chose d'intéressant pour vous. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.